foire des produits Made in Bénin ouverte à Cotonou ce jeudi 29 septembre 2022. Elle est le fruit du partenariat entre le gouvernement du Bénin et la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique. Les travaux ont repris sur le chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale du Bénin. Mercredi dernier, le ministre du Cadre de vie, José Didier Tourato, a effectué une visite sur le site pour constater le niveau d'avancement des travaux. En interactualité, une mission de haut niveau dépêchée au Mali par la CEDEAO a rencontré jeudi 29 septembre 2022 le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, pour tenter de dénouer la crise diplomatique avec la Côte d'Ivoire. Plaisir de vous retrouver au rendez-vous de l'information sur Speedline Télévision, partenariat entre le gouvernement du Bénin et l'USADF, une fois des produits des organisations bénéficiaires ouvertes à Cotonou. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi et sa collègue de l'Industrie et du Commerce ont co-présidé ce jeudi 29 septembre 2022 à Cotonou la cérémonie de lancement de la foire des produits des organisations bénéficiaires du partenariat entre le gouvernement béninois et la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique. Reportage. Une coupure de ruban pour donner le top de la foire des produits Made in Bénin. L'organisation de cette première édition est le fruit du partenariat entre le gouvernement du Bénin et la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique. Elle vise à montrer à la face du monde le génie créateur des entreprises et le courage des producteurs, mais également la contribution du partenariat entre le Bénin et les États-Unis d'Amérique aux efforts de promotion de l'entrepreneuriat au Bénin. Il est important que les produits résultant de ces différentes chaînes de valeur puissent générer des ressources aussi bien pour les promoteurs que pour les acteurs gouvernementaux et locaux, tout en améliorant le bien-être de la population qui a accès à des produits de qualité. Mieux, la problématique de la commercialisation des produits agricoles et ceux issus de la transformation agroalimentaire demeure une contrainte majeure pour l'essor des petites et moyennes entreprises qui sont les moteurs essentiels du développement du secteur privé, tel que décrit d'ailleurs dans le programme d'action du gouvernement 2 à stratégie 4 et au pilier 2. Cette première édition de la foire est organisée autour du terme « Les défis de la production locale de qualité, hygiène et sécurité alimentaire, accès au marché et circuit de distribution ». Il appelle les producteurs à viser la qualité le long du processus de production, seul gage de compétitivité. La survie et la compétitivité de ces entreprises, actrices majeures de la croissance économique, demeure une priorité pour le gouvernement du Bénin. Cela se traduit bien évidemment par les nombreux programmes et projets initiés et mis en œuvre. Au nombre de ceux-ci figure en bonne place le partenariat entre la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique et le gouvernement, dont l'objectif est d'assurer le développement des petites et moyennes entreprises et des groupements, la compétitivité et la rentabilité des organisations et unités de production et de transformation béninoises et la promotion de l'entrepreneuriat féminin et des coopératives de producteurs agricoles afin d'élargir les bases économiques du Bénin et d'assurer une croissance économique durable. L'unique frein pour pouvoir traverser ces frontières, c'est la qualité. Vous savez que malgré ce partenariat, nous avons des initiatives et des programmes qui sont issus donc des normes. Ces normes qui nous ont été en tout cas confiées, délivrées, pour que nos entreprises puissent donc se mettre à niveau pour effectivement pouvoir traverser les frontières. Je vais citer l'initiative AGOA et également donc cette initiative qui en tout cas, j'espère que vous en profiterez et surtout n'hésitez pas à taper à notre porte puisque nous avons déjà non seulement mis à disposition des instruments mais également un centre technique qui va venir donc appuyer vos initiatives, vous accompagner pour une mise à niveau réelle pour que nos produits soient réellement donc exportables. La foire se poursuit sur 3 jours avec au programme ateliers de formation, rencontres B2B pour miser sur des relations.
Les travaux ont repris sur le chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale du Bénin. Mercredi dernier, le ministre du Cadre de vie, José Didier Tonato, a effectué une visite sur le site pour constater le niveau d'avancement des travaux. Nous vous invitons à suivre donc l'élément de Kilet Egawi pour précision. José Tonato est venu constater l'évolution du chantier du futur siège de la représentation nationale. Le niveau d'exécution est estimé à 25% et le ministre a pris le soin de visiter chaque compartiment. Je suis là aujourd'hui avec la CIMO, qui est le maître d'ouvrage délégué, mais je suis également là avec le maître d'œuvre, Kéré Architecture, et une mission DET, ce qu'on appelle DET, c'est la direction d'exécution des travaux, qui nous garantit la qualité d'exécution telle que l'architecte l'a conçu, simplement parce que nous avons dû, compte tenu des difficultés de l'entreprise, des faiblesses que nous avons décelées, dû réorganiser le management du chantier. Aujourd'hui, nous avons une mission DET à bord et tout le monde est remobilisé. Et je constate, comme vous l'avez dit avec beaucoup de plaisir, que les choses ont repris. Quand bien même le chantier serait un peu en retard, la construction du nouveau siège de l'hémicycle sera achevée dans des délais raisonnables, à en croire le ministre du Cadre de vie. Je voudrais rassurer non seulement la représentation nationale, mais également le peuple béninois, surtout le peuple de Porto Novo, que nous n'aurons pas un deuxième éléphant blanc dans le cadre de l'Assemblée nationale. Ça a bien démarré maintenant, nous sortons de terre, donc des infrastructures. Et tout ce que nous avons vu, notamment jusqu'à la validation de la structure en béton teinté, nous rassure que maintenant on est sur la bonne voie. Et nous voulons maîtriser le retard qui est déjà constaté, mais terminer dans de très bonnes conditions. Toujours dans la même journée, José Tonato s'est rendu sur plusieurs autres chantiers de construction, dont celui du nouveau camp militaire d'Alada. À la veille de chaque élection, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication travaille à garantir l'accès et le traitement équitable des partis politiques et candidats aux médias. À cet effet, l'institution de régulation des médias a rendu public ce 30 septembre 2022 la décision concernant donc la réglementation des activités des médias pendant la période de pré-campagne pour les législatives de 2023. Suivons ici un extrait du premier rapporteur de la HAC, Fernand Baguidi. La pré-campagne médiatique couvre la période du 30 septembre au 22 décembre 2022 à minuit. Article 3. Durant cette période, la diffusion de tout élément de campagne électorale précoce est interdite conformément aux dispositions de l'article 47 du Code électoral de la République du Bénin. Sont notamment concernés les comptes rendus des activités réalisées à des fins de propagande au profit d'un parti politique ou d'un candidat. Les activités au cours desquelles les organisateurs ou les invités, personnalités politiques ou non, font des dons et libéralités ou des faveurs, parrainent ou participent à des cérémonies, à des événements coutumiers, religieux, culturels, sportifs et commerciaux. Les spots et encarts publicitaires politiques relatifs aux dites élections. Les images de bordereaux appelant à soutenir ou dénigrant tel ou tel parti politique ou candidat. Les appels à voter pour tel ou tel parti politique ou candidat. Les émissions, les films, les discours, les interventions, les sketchs, les chansons, les articles d'archives mettant en scène un parti politique ou un candidat. Article 4. Les médias publics et privés doivent notamment en cette période privilégier la couverture des activités d'information électorale des institutions et ministères intervenant dans l'organisation des élections législatives du 8 janvier 2023. Respecter les principes d'objectivité,
d'honnêteté et de véracité dans les genres d'opinion tels que l'éditorial, le commentaire, la chronique, le billet. S'interdit la diffusion ou la publication d'informations, d'émissions, de propos, de chansons, de jeux, de spots, de communiqués, de proverbes, de caricatures et de récits satiriques qui sont de nature à inciter à la haine, à mettre en péril la cohésion nationale, à s'attaquer ou à tourner en dérision un parti politique ou candidat. S'interdit la publication ou la diffusion de propos incitant à la violence, à la révolte ou outrageant vis-à-vis des institutions de la République. S'interdit en ce qui concerne la revue de presse en quelque langue que ce soit, de prendre en compte des organes de presse écrites n'ayant pas une existence légale. Article 11. Les médias du secteur privé et du service public doivent veiller au respect de l'éthique et de la déontologie. Ils sont tenus de faire preuve d'un grand sens de professionnalisme et de responsabilité dans l'accomplissement de leur mission. Toujours au siège de la HAC ce vendredi, plusieurs promoteurs de radiodiffusion ont signé leur convention avec le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Prosper Moretti. Le reportage de Romaric Dossa et Mathieu Soussou. Aujourd'hui, Monsieur le Président, vous avez 6 promoteurs devant vous qui ont fait la marche de combattants et qui ont été sélectionnés parmi les 8, donc parmi les 40. Signature de convention entre la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et ses radiodiffusions sonores. Les documents ont été signés ce vendredi 30 septembre 2022 entre le président Moretti et les promoteurs de ces différents organes. C'est ici le lieu de remercier et de féliciter tous les promoteurs qui se sont pliés aux exigences de nos tests afin de franchir les différentes étapes de la sélection et être dans cette salle ce matin pour la signature des conventions qui les lieront désormais à la HAC tant qu'ils en respecteront les clauses. J'espère qu'ils en feront bon usage en amenant les auditeurs à cultiver la paix et la concorde par des propos et des attitudes républicaines. Je souhaite aussi que leur radio soit des instruments de développement dans les localités où elles émettent. À leur tour, ces promoteurs d'organes, comme un seul homme, ont dit leur reconnaissance à l'endroit des conseillers pour leur accompagnement soutenu et multiforme. Avant la signature de ce jour de la convention de concession des fréquences, nous émettions en guise d'essai de nos équipements qui ont commencé à subir les effets du temps. Ça a été une grande tolérance de votre part et je voudrais au nom de tous vous en remercier. Je voudrais aussi souligner au passage que des visites inopinées de vos collaborateurs sur nos sites d'émission nous ont été très bénéfiques et par rapport justement à nos besoins. Nous avons donc pu bénéficier aussi de leurs conseils édifiants. Plusieurs d'autres sujets ont été également au menu de ces assises. Il s'agit entre autres de l'appropriation de la loi numéro 2022-13 du 5 juillet 2022 portant loi organique sur la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Hier, 29 septembre 2022, la communauté internationale a célébré la Journée mondiale du cœur. Cette journée est initiée par les Nations Unies pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Le thème de cette année est intitulé « Utiliser le cœur pour chaque cœur ». Et quelles sont les maladies liées au cœur? Qu'est-ce qui peut les causer et comment les soigner? Nous avons posé ces questions à un spécialiste. Reportage de Kenneth Egaoui et Mathieu Soussou. Le principal objectif de la Journée mondiale du cœur est d'attirer l'attention du monde sur les comportements qui permettent aux gens d'éviter les maladies cardiovasculaires.
Il s'agit également de former les personnes sur la façon de gérer les risques potentiels liés au cœur, un organe vital. C'est comme une pompe qui va fouler et aspirer à la fois le sang et qui va permettre que ce sang-là puisse circuler partout dans l'organisme. Et donc son rôle est si important que si votre cœur s'arrête de battre ne serait-ce que quelques secondes, vous le ressentez. Et au-delà de 2 à 3 minutes, la vie n'est plus possible. Donc c'est un organe extrêmement important dont il faut prendre soin d'une façon particulière. Plusieurs maladies peuvent affecter le cœur, dont les plus graves peuvent entraîner la mort. Il faut savoir qu'il y a certaines maladies qui sont congénitales, c'est-à-dire que c'est des malformations cardiaques avec lesquelles on naît. À côté de ça, il y a les cardiopathies ou les maladies du cœur qui sont acquises, donc qui vont se déclarer tout au long de la vie de l'individu. Je veux parler par exemple de l'infarctus, ce qu'on appelle la crise cardiaque communément. Je veux parler de l'insuffisance cardiaque, de l'hypertension artérielle et de toutes ces complications, certaines maladies comme la péricardite, etc. Quand le mal n'est pas encore profond, il existe des recommandations qui permettent de le corriger. Les cardiologues conseillent de réduire la consommation de certains aliments. Diminuer la consommation de sel, c'est très important. Et quand on dit sel, on dit tous les aliments qu'on consomme d'habitude et dans lesquels le sel est caché. Le cube, Maggi, notre moutarde locale, le hafiti, le langouin, le poisson séché avec lequel on assaisonne parfois certains aliments. On dit souvent également qu'il faut il faut diminuer la consommation d'huile. Voyez? Et quand on dit huile, on dit le beurre, on dit les charcuteries, on dit même le lait entier. Il faut préférer les grillades aux fritures. Mais lorsque le cœur est gravement affecté, l'on est obligé de recourir à des solutions médicales. Et les traitements, c'est les médicaments, d'accord? C'est par voie orale ou bien par voie injectable. Parfois, on est obligé d'aller implanter une pile au niveau du cœur pour l'aider à battre de façon normale. Et dans des cas extrêmes, la chirurgie cardiaque à cœur ouvert pour aller réparer ce qui a été endommagé, surtout au niveau des valves. Quand, par exemple, il y a une valve qui lâche, les médicaments seuls ne peuvent jamais résoudre ça. Il faut aller ouvrir et réparer la valve, voire même la remplacer par une autre valve artificielle. Quand il y a, par exemple, des artères au niveau du cœur qui ne conduisent plus le sang normalement et qui sont bouchées, il faut aller carrément soit les réouvrir avec un petit ressort pour les garder ouverts, ou alors il faut faire une chirurgie pour pouvoir créer de nouvelles voies par lesquelles le sang va passer à l'intérieur du cœur. Procéder à un contrôle régulier de la tension artérielle, faire un bilan sanguin chaque année, contrôler la glycémie rénale sont des comportements à adopter par chacun de nous pour s'épargner les maladies cardiovasculaires. Hors du Bénin à présent, Félicien Kabuga, financier présumé du génocide au Rwanda en 1994, est jugé à partir de ce jeudi devant un tribunal des Nations Unies à La Haye pour génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide et crimes contre l'humanité. Cet ancien homme d'affaires de 87 ans n'était pas présent jeudi matin à l'ouverture du procès. Et je l'annonçais en titre, une mission de haut niveau dépêchée au Mali par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a rencontré jeudi 29 septembre 2022 le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, pour tenter de dénouer la crise diplomatique avec la Côte d'Ivoire. Des progrès semblent avoir été donc accomplis vers une libération des 46 soldats retenus donc au Mali depuis le 10 juillet. Une mission de haut niveau de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest est arrivée jeudi au Mali, afin de tenter de dénouer la querelle diplomatique qui oppose Bamako et Abidjan. Conduite par les présidents de la Gambie et du Ghana, respectivement Adama Barrow et Nana Akufo-Addo, la mission comprenait également le ministre togolais des Affaires étrangères et le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan. La délégation arrivée vers midi s'est entretenue avec le président de la transition malienne, Assimi Goïta, mais c'est sans faire de déclaration que la commission est rentrée en fin d'après-midi.
Attaché à sa souveraineté, le Mali reste quant à lui ouvert au dialogue, a déclaré Assimi Goïta sur les réseaux sociaux. Le Mali et son voisin, la Côte d'Ivoire, sont engagés dans un conflit diplomatique sur le sort de 46 soldats ivoiriens arrêtés le 10 juillet dernier dès leur arrivée à l'aéroport de Bamako. Tentative de coup d'État ou simple grogne de l'armée, le Burkina Faso se retrouve sous tension vendredi après que des tirs ont été entendus et des soldats ont pris position sur les grands axes de Ouagadougou. La junte militaire se retrouve ainsi confrontée à un mécontentement dans ses rangs, elle qui avait pris le pouvoir en janvier à la faveur d'un coup d'État et qui avait démarré par des mutineries dans plusieurs casernes. Au Burkina Faso, des tirs ont été entendus vendredi tôt dans la matinée à Ouagadougou, dans le quartier de Ouaga 2000 où se situe la présidence et le camp militaire de la junte au pouvoir depuis janvier dernier. Les routes alentours sont barrées par des véhicules militaires selon des témoins. L'origine de ces tirs reste inconnue pour le moment. Le signal de la télévision nationale était coupé vendredi matin, un écran noir remplaçant les programmes habituels. Le Burkina Faso est dirigé par une junte militaire arrivée au pouvoir en janvier dernier lors d'un coup d'État, un putsch qui avait renversé le président élu Roch-Marc Christian Kaboré. L'homme fort de la junte, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, avait promis de faire de la sécurité sa priorité. 4 principaux candidats à l'élection présidentielle de février 2023 au Nigeria se sont engagés jeudi à ne promouvoir aucune violence au cours des 5 mois de campagne à venir. Les 4 candidats ont adhéré à un pacte de paix lancé par le Comité national de la paix, une initiative privée rassemblant donc des responsables religieux, traditionnels et de l'opinion, appelle donc les candidats à promouvoir une campagne politique pacifique. Au Nigeria, l'élection présidentielle de février 2023 approche à grands pas et les 4 principaux candidats qui vont participer à ce scrutin ont signé jeudi un pacte de paix dans lequel ils s'engagent à ne promouvoir aucune violence au cours des 5 mois de campagne à venir. Il s'agit de modérer les activités des partis politiques et de leurs candidats lors des différentes élections, afin de s'assurer qu'il existe une ligne rouge que les partis politiques ne franchiront pas. L'idée de ce pacte a été lancée par le Comité national de la paix, une initiative privée rassemblant des responsables religieux, traditionnels et de l'opinion pour promouvoir une campagne pacifique. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, a une longue histoire de troubles liés aux élections. En 2011, plus de 800 personnes avaient été tuées dans des violences post-électorales dans le pays. L'Ukraine a accusé ce vendredi 30 septembre 2022 la Russie d'avoir tué 25 personnes, des civils faisant la queue pour recevoir de l'aide humanitaire au cours d'un bombardement dans la région de Zaporizhzhia que les Russes occupent en partie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est emporté vendredi contre la Russie, tentant donc et traitant également ses dirigeants de terroristes. Au moins 25 personnes sont mortes et 50 ont été blessées dans une attaque de missiles sur un rassemblement de voitures à côté de la ville de Zaporizhzhia. L'Ukraine dénonce une attaque sur un convoi humanitaire sur le point de partir récupérer des civils en zone occupée, tandis que la Russie affirme que l'attaque provient de l'Ukraine. Des sauveteurs travaillaient sur place, ils étaient 50 salariés avec 10 voitures. Ils ont aidé à évacuer les blessés, ont transporté les corps. Avec la police, nos secouristes ont pu étudier le lieu de l'attaque. La Croix-Rouge était aussi au travail. 240 voitures devaient évacuer la ville au moment où l'attaque aérienne a eu lieu. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, a dénoncé sur Twitter une attaque odieuse contre un convoi humanitaire. D'après Kiev, 4 des 16 missiles antiaériens envoyés par la Russie auraient touché la zone de rassemblement des civils. C'est tout pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de Speedline Télévision. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube également sur le www.speedlinetvbn.com. Portez-vous bien et que Dieu nous garde.